Regardez ce caillou. Il a l'air tout à fait banal. Ses couleurs n'ont rien d'exceptionnel et il ne brille ni au soleil ni dans le noir. Pourtant, sous son esthétique insignifiante, ce simple morceau de pierre rassemble toute la magie et la puissance de la nature. Il est saturé d'uranium. L'uranium est un drôle de métal formé au cours des réactions extrêmes qui s'enchaînent au cœur des étoiles pendant des milliards d'années. Et sur Terre, il est principalement enfermé dans le manteau, loin de la vie qui foisonne en surface, et c'est heureux car il est doté de grands pouvoirs. C'est un radionucléide, un élément lourd et radioactif, à l'origine de beaucoup de nos super-héros de bande dessinée, mais il est surtout responsable de 10% de la production mondiale d'électricité, ce qui fait de lui une ressource énergétique stratégique. Avec la guerre du gaz qui a frappé l'Europe l'hiver dernier, la cruelle question de la dépendance aux énergies fossiles est revenue sur le haut de la pile, renforcée par l'urgence climatique. En l'absence de véritable alternative au pétrole, charbon ou gaz, c'est l'uranium qui a été choisi comme cheval de bataille dans la croisade vers l'énergie propre, le zéro émission net que visent l'Europe et les États-Unis en 2050 et la Chine et l'Inde en 2070. De nombreux gouvernements se lancent dans une course à l'équipement nucléaire, avec à la clé d'énormes contrats pour les spécialistes du secteur, une forte hausse de la demande en combustible enrichi et beaucoup de questions. Le marché de l'uranium est petit et très structuré. Seules quelques sociétés dans le monde détiennent le savoir-faire pour le transformer en combustible nucléaire et la filière craint pour la fluidité des chaînes d'approvisionnement. L'extraction du minerai est aussi concentrée entre quelques sociétés nationales et cette situation le rend sensible aux pressions géopolitiques. Et puis si le monde de demain est électrique comme le prévoient toutes les COP et les traités environnementaux, de combien de réserves disposons-nous et peut-on garantir que tous les pays qui souhaitent travailler avec l'atome pourront y avoir accès ? Dans cette vidéo, je vais m'intéresser à la star des 3 décennies à venir, l'uranium, aux espoirs qu'il représente et aux craintes qu'il inspire. Et comme nous sommes sur Money Radar, on verra s'il est utile, risqué, rentable ou même tout simplement possible d'investir dans l'industrie de l'uranium. Je sens que vous mourrez d'envie d'en savoir plus, alors je ne perds pas de temps. Mais juste avant, un petit rappel express. Si vous aimez la chaîne et que vous avez envie de nous donner un petit coup de main, c'est facile et gratuit. Il suffit de vous abonner et de partager nos vidéos. Et n'oubliez pas que si vous avez envie de prolonger un peu le plaisir, vous pouvez aussi rejoindre la communauté sur nos autres réseaux. Alors, à tous, merci pour votre soutien et votre fidélité. Nous sommes sur Money Radar et soyez les bienvenus. Avant de commencer, faisons un petit tour par la case physique-chimie. Je vous garantis que c'est important pour la suite. Notre uranium est un métal aux propriétés exceptionnelles qui n'ont été réellement découvertes qu'au moment de la Révolution française par un pharmacien prussien, Martin Heinrich Klaproth. Martin avait alors constaté que le morceau d'uranite sur lequel il travaillait émettait d'étranges rayonnements. Plus tard, d'autres scientifiques laisseront leur nom gravé dans l'uranium, parfois au prix de leur vie et de celle de millions d'êtres humains, pour avoir reconnu puis maîtrisé une nouvelle source d'énergie considérablement plus puissante que tout ce que l'humanité a connu jusque-là, si on met le soleil de côté. La quantité d'énergie libérée par la fission nucléaire d'un kilo d'uranium est des millions de fois supérieure à celle libérée par la combustion d'un kilo de charbon, et le procédé pouvait être contrôlé et même orienté. Évidemment, nous étions à l'aube d'une révolution. Utiliser la puissance de l'atome pour produire des électrons est une idée qui date d'après la Deuxième Guerre mondiale, quand il a fallu réorienter les savoirs militaires accumulés pendant la course à l'arme nucléaire vers des usages civils. La première centrale électrique équipée de réacteurs nucléaires à uranium à entrer en production se trouvait à Obninsk, dans l'actuelle Russie, en 1954. Mais c'est en Grande-Bretagne, à Calder Hall, en 1956, qu'est lancée la première centrale nucléaire commerciale du monde. Il faut attendre 1957 et Shippingport aux États-Unis, jusqu'en 1963 en France, avec Chinon, en Indre-et-Loire. 60 ans plus tard, à quelques atomes près, la planète compte 440 réacteurs en activité dans 32 pays, capables de développer une puissance totale de 390 gigawatts et qui fournissent, selon les estimations, entre 10 et 12% de l'électricité consommée chaque année dans le monde. Pour se faire une idée, la consommation électrique de l'humanité atteint plus ou moins 26 000 TWh ces dernières années. L'électricité nucléaire est une goutte d'eau qui se perd dans la masse d'énergie produite par la combustion du charbon, du fioul et du gaz, encore très majoritaire dans le mix électrique. Mais ces derniers sont aussi très polluants, ce qui à terme devrait suffire à garantir leur abandon. C'est d'ailleurs ce à quoi se sont engagés tous les participants au sommet de la Terre en 1992 à Rio, ou les signataires des accords de Paris en 2015.
Mais ce n'est qu'en 2022 que l'énergie de secours chargée d'assurer la transition a été choisie. Une décision contrainte et forcée par l'urgence. Mais bon, mieux vaut tard que jamais. Et le choix s'est porté sur l'atome. On l'utilise déjà beaucoup, les filières sont en place, on maîtrise les process. Et en plus, l'électricité produite a le bon goût de n'avoir aucune odeur. Elle ne produit aucun gaz à effet de serre. Cette année, en plus des 440 réacteurs déjà en activité, on en compte 60 autres en construction dans 15 pays, avec en tête la Chine, l'Inde et la Russie. La France, le spécialiste historique du nucléaire civil depuis les années 80, se lance aussi dans un vaste programme de renucléarisation avec la construction de 6 nouveaux réacteurs de type EPR2 et 8 autres sont à l'étude qui devraient être en partie financés par l'épargne réglementée. C'est qu'en réalité, il revient de loin notre atome. Il a eu sa période de disgrâce, quand, après plusieurs accidents aux conséquences délétères, à Tchernobyl ou à Fukushima, et face au casse-tête de la gestion des déchets, son prix s'est effondré de 70% et il a fait l'objet d'une intense guerre médiatique jusqu'à la décision de l'Allemagne en 2011 de démanteler toutes ses centrales avant 2022 au profit du charbon et du gaz naturel. Plusieurs pays lui ont emboîté le pas, à commencer par le Japon lui-même, la Suisse, la Belgique et bien sûr la France en 2012. Mais la crise énergétique de l'hiver dernier et les sanctions sur les fossiles russes ont révélé des dépendances dangereuses. Si des solutions d'urgence ont été trouvées, comme remplacer la dépendance au gaz russe par la dépendance au gaz liquéfié américain, ce ne sont que des rustines. La solution à long terme, celle qui fermera définitivement le dossier, c'est le retour à l'indépendance énergétique. Un exploit qui ne sera possible que grâce au super-pouvoir de l'uranium. Les rendements des énergies renouvelables comme l'éolien ou le solaire sont intermittents. Et leur capacité de production est encore très loin de pouvoir apaiser notre boulimie d'énergie. C'est à peine une demi-olive sur une pizza. C'est donc l'atome que nous avons choisi, mais pour ça, il va falloir adapter le marché et les infrastructures, et vite, car la demande explose déjà. Face à cette cascade de nouveaux clients, l'offre est très concentrée. Tous les 2 ans, l'Observatoire de l'OCDE publie un état des ressources et un panorama de l'industrie de l'uranium qu'on appelle « The Red Book ». Ce qu'on peut y apprendre, c'est d'abord que l'uranium est présent un peu partout sur la planète. Il est même plutôt abondant. Les gisements d'uranium conventionnel se répartissent dans 53 pays, dont 19 de l'OCDE. L'uranium conventionnel, c'est celui qui est arraché à la terre, par opposition à celui obtenu en traitant l'eau de mer ou les phosphates. Des procédés compliqués et coûteux qui sont peu utilisés. Il n'y a que 15 pays dans le monde qui exploitent ces gisements, avec en tête le Kazakhstan, qui fournit 45% de la production mondiale, suivi du trio Australie, Canada, Namibie, qui compte pour un tiers. Le reste étant produit en Chine, en Russie, au Brésil, en Ouzbékistan, là où les coûts d'extraction sont faibles. Toutes les mines, à de très rares exceptions près comme au Canada, sont exploitées par de grosses sociétés publiques, à l'image de Kazatomprom au Kazakhstan, Rosatom en Russie, les CNNC et CGNPC chinoises ou Orano en France. Mais seulement 10 mines produisent la moitié du minerai consommé dans le monde, dont une aux États-Unis, Cigar Lake, la seule qui reste en activité sur le territoire américain et qui, à elle seule, produit plus que le Niger. En tout, le Red Book a identifié quelques 8 milliards de tonnes d'uranium conventionnel à portée de pelleteuse, soit au rythme de la consommation de 2022, 60 000 tonnes par an, une autonomie de 30 ans environ. Mais si on s'en tient aux prévisions et aux projets d'électrification massive des transports et des industries, on peut imaginer que cette autonomie sera beaucoup plus courte. Rien qu'en 2030, la puissance délivrée par le parc nucléaire mondial devrait avoir doublé. Certains avancent que l'uranium viendra à manquer dès 2040, mais selon toute vraisemblance, la sombre échéance serait plutôt prévue pour les prochaines années 70. D'ici là, on peut aussi raisonnablement imaginer que la science aura progressé et que nous saurons peut-être enfin comment recycler les déchets nucléaires accumulés, au lieu de simplement les confiner ou pourquoi pas, que nous aurons appris à les recharger, qui sait. À ce sujet, on attend d'ailleurs beaucoup des réacteurs de 4e génération qui promettent de fonctionner en utilisant les déchets produits par les centrales actuelles. On peut aussi imaginer qu'extraire l'uranium océanique sera aussi devenu beaucoup moins cher. Dans le cas contraire, nous devrons nous trouver une autre source d'énergie et, on le voit en ce moment, ce n'est pas une partie de plaisir. Une fois extrait, et avant de pouvoir être utilisé comme combustible, notre uranium a d'abord besoin de subir un petit lifting. Dans le jargon, on dit qu'il doit être converti, puis enrichi. L'uranium qu'on rencontre dans la nature est en réalité plutôt stable. Et ce qui intéresse les centrales électriques, c'est un isotope précis de l'uranium 235, qui permet d'obtenir la fission et donc la production de chaleur. Un isotope est un atome de même nature que son voisin, qui contient le même nombre de protons, 92 pour l'uranium, 6 pour le carbone, ou 8 pour l'oxygène par exemple, mais pas le même nombre de neutrons, ce qui change ses propriétés physiques.
Pas de chance, l'uranium-235 est timide et il se montre peu. Il se cache derrière l'uranium-238, qui représente souvent 90% de notre morceau de roche naturelle, et il faut avoir recours à des procédés complexes pour les isoler. On produit alors une nouvelle sorte d'uranium, plus concentré en 235, qu'on appelle Yellow Cake, qui est ensuite stabilisé et présenté sous la forme d'une pastille, très dense et très lourde. C'est le combustible utilisé dans les réacteurs. Pour le moment, les filières ne rencontrent pas de blocage, mais elles donnent des sueurs froides aux patrons de centrales. Elles ne sont qu'une poignée de sociétés dans le monde à savoir convertir, enrichir l'uranium et à le transformer en combustible, 11 précisément selon le Red Book, comme Orano, Rosatom, Cameco au Canada ou encore Urenco au Royaume-Uni. Mais heureusement, leur répartition et leur capacité de production mettent leurs clients à l'abri de la plupart des conflits. Face à elles, des superpuissances affamées d'énergie comme la Chine, 12% de la demande en 2022 et qui a programmé 15 nouveaux réacteurs. Les États-Unis, longtemps premier producteur d'électricité nucléaire, qui abandonnent leurs mines trop chères à exploiter et importent tout ce qu'ils consomment. L'Europe entière, qui fait volte-face après la crise du gaz. La France, qui ambitionne de redevenir le premier producteur d'électricité nucléaire du monde. La Grande-Bretagne, qui veut moderniser intégralement son parc. Mais aussi le Brésil, la Corée du Sud, les pays du Moyen-Orient ou l'Inde. Ils font tous preuve d'un appétit vorace qui fait déjà flamber les prix. Le kilo de U308, la base du combustible de nos centrales, a bondi de 24 à 45 $ pendant la crise sanitaire. Il s'est stabilisé jusqu'au printemps 2023 et une fois la crise du gaz derrière nous et les différents plans de nucléarisation annoncés, il a littéralement explosé pour dépasser les 105 $ à l'heure où je vous prépare cette vidéo. C'est son plus haut historique. Avec des prix pareils, partout, des projets miniers qui n'étaient pas rentables à 24 $ le kilo sont ressortis des tiroirs. En Europe, il faut réorganiser l'approvisionnement. Et pour ça, on compte sur la mise en exploitation de filons slovaques, roumains et hongrois. Et en Russie, c'est une région très prometteuse, la Iakoutie, qui fait l'objet des attentions de Moscou. Malgré l'importance des réserves qu'elle renferme, on dit que c'est tellement énorme que ça pourrait même rebattre complètement les cartes sur le marché. La Russie aussi diversifie ses approvisionnements pour ne pas seulement dépendre du Kazakhstan, même si sa proximité géographique est un atout. Rosatom a ainsi pu s'installer en Australie, en Tanzanie et même aux États-Unis. Il n'en tire pas un gramme de minerai, mais au moins les concessions ne tombent pas dans d'autres mains et les Russes assurent leur présence sur les lieux. La Chine, de son côté, a voulu bâtir son plan nucléaire sur le modèle des 3 tiers. 1 tiers production nationale, 1 tiers produit par des exploitations détenues à l'étranger et 1 tiers acheté sur le marché. Malheureusement, la production locale est si faible que Pékin a vite abandonné son idée pour acheter des exploitations à l'étranger à tour de bras, en Égypte, au Zimbabwe et au Botswana par exemple. L'uranium africain dans le viseur de la Chine, intégré à son projet des nouvelles routes de la soie, on vous en parlait il y a quelques temps ici même. Depuis 10 ans, Pékin déploie des trésors de diplomatie pour conquérir le cœur des Africains et envahit silencieusement le continent sans provoquer le moindre conflit. Et le soft power chinois semble donner de bons résultats. En échange d'une aide au développement de la filière nucléaire d'un pays, la Chine prend petit à petit le contrôle des exploitations africaines. C'est ce qui s'est passé en 2007 quand la China National Nuclear Corporation a chassé Areva de la mine d'Azlik au Niger, ou encore en 2019 quand elle a racheté les 2 plus grosses exploitations de Namibie, alors 3e producteur mondial. La course est lancée et naturellement, avec la demande à venir de la part des pays développés comme des pays émergents, il est encore à craindre que la production se concentre toujours plus entre les mêmes mains. Alors, faut-il avoir peur d'une menace de rupture de livraison ou d'approvisionnement pour des raisons géopolitiques ? Ce n'est jamais arrivé par le passé et ça ne se produira probablement pas, sachant que ça aurait peu d'effet, en particulier à cause de la diversité des fournisseurs et de la facilité à réorganiser les transports. Ce qui peut arriver en revanche, ce sont des actes malveillants tout au long de la route de l'uranium. Le minerai est transformé en yellow cake près des mines. Il est ensuite convoyé partout dans le monde pour être converti en combustible via des routes qui traversent le Sahara et d'autres points de passage sensibles, et tout mouvement est soumis à l'obtention d'une autorisation. Les flux peuvent s'interrompre à tout moment, mais ça n'aurait qu'un impact local et limité dans le temps, car les compagnies minières disposent d'itinéraires bis. Alors reprenons. Pas de danger de rupture d'approvisionnement, pas de risque géopolitique, pas d'épuisement des ressources naturelles avant plusieurs décennies, et une demande sous pression. Nous avons là tous les critères de ce qui ressemble à un secteur plein d'avenir, au moins en ce qui concerne les 30 prochaines années. Alors, est-il possible d'investir dans l'industrie de l'uranium et comment s'y prendre ? S'agissant d'une matière première cotée, il y a 3 façons.
Achetez du combustible directement sur le marché. Et là, je vous souhaite bonne chance, car l'achat, la détention et l'utilisation sont strictement réglementés par les gouvernements et les autorités de sûreté nucléaire. À moins d'être vous-même un gouvernement ou un grand énergéticien oublié. Achetez de l'uranium papier par un contrat future ou un CFD par exemple. C'est moins cancérigène, mais là encore je vous le déconseille car, je vous le rappelle, le marché est minuscule et vous pourriez rapidement rencontrer des problèmes de liquidité. Laissez donc l'achat au prix spot aux professionnels et faites autrement. Pour investir sereinement dans l'industrie de l'uranium, utilisez la troisième possibilité, acheter des actions. Pour vous faciliter la tâche et profiter à fond du boom de l'atome, sans faire de jeu de mots, il existe un ETF qui fait référence dans le domaine, le iShares Global X Uranium. Il est américain, c'est le plus ancien tracker spécialisé disponible sur le marché. Il pèse déjà plus de 2,5 milliards de dollars et il réplique les performances de l'indice Solactive Global Uranium Total Return. Dedans, on retrouve les 26 plus grosses sociétés cotées du monde, dont la canadienne Cameco, la britannique Yellowcake, le japonais Mitsubishi Heavy Industries, des exploitants miniers, des convertisseurs, des enrichisseurs, des transporteurs et même des négociants en uranium au prix spot, tout y est. Avec la hausse des prix entamée pendant la crise sanitaire, l'ETF a triplé de valeur, de 11 à 33 $ la part, et il a bondi de 27% sur les 12 derniers mois. Ah, et l'Europe aussi a son indice uranium à elle, il est irlandais, et il s'appelle Market Vector Global Uranium and Nuclear Technologies. Rien que ça. Il inclut les mêmes sociétés, mais dans des proportions différentes, avec une plus grosse part de Canada et de Japon, et moins d'autres pays du Commonwealth. Je précise que ces deux indices excluent toute société qui ne respecte pas les lois et les règlements en matière de protection de l'environnement et de respect du droit du travail. On dit qu'ils sont ESG filtered. Néanmoins, gardez à l'esprit que l'extraction reste polluante, le transport risqué et les déchets dangereux. Cela dit, si l'indice irlandais vous intéresse, il est aussi traqué par l'ETF VanEck Uranium. Il est plus jeune, il vient de fêter son premier anniversaire et il ne pèse encore que 41 millions d'euros, mais il s'est révélé un excellent investissement puisqu'il a progressé de 50% sur les 12 derniers mois. Devenu le pilier de la transition vers l'énergie propre, l'uranium incarne en même temps les espoirs de tous les pays en quête d'indépendance énergétique, en particulier ceux qui n'ont aucune réserve de combustible fossile sur leur sol, et les craintes liées à la complexité de sa transformation. La demande explose et les réserves baissent, et l'industrie de l'uranium offre des opportunités d'investissement prometteuses à moyen et long terme, mais elle soulève aussi des questions sur la sécurité des approvisionnements, la circulation du combustible et l'impact environnemental de la filière. Entre les promesses d'un avenir énergétique apparemment pas si durable que ça et les risques qui vont avec, sommes-nous sûrs d'avoir fait le bon choix ? Et d'abord, en avions-nous d'autres ? Pas si insignifiant que ça, notre caillou finalement. Si vous avez la réponse à cette question ou si vous avez envie d'ajouter ou de préciser quelque chose, lâchez-vous, c'est dans les commentaires. Et comme d'habitude, j'ai hâte de vous lire. Et si cette vidéo vous a plu et que vous avez passé un bon moment, pensez à me le faire savoir en cliquant sur j'aime et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Il me reste à vous remercier encore 1000 fois pour votre fidélité. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite sur Money Radar.